Une nouvelle adaptation de l'œuvre de Mary Shelley, le Prométhée moderne. Aujourd'hui, on va aborder Frankenstein de Guillermo del Toro. Then I will indulge in rage. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, on parle de Frankenstein, réalisé par Guillermo del Toro et sorti le 7 novembre sur Netflix. Déjà, premièrement, dommage que le film ne sorte pas sur, en physique, en cinéma. C'est toujours bête de ne pas avoir ce type de film en salle parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de par le fait qu'on sait déjà que c'est un film de Guillermo del Toro. Donc, il y a du fantastique, il y a des décors assez magiques, il y a des effets spéciaux, des effets aussi pratiques. Donc, c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Et moi, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu complètement dans les conditions de visionnage d'un spectateur dans une salle de cinéma. Secondement, je dirais que pour remettre un peu les trucs dans le contexte, je vais parler un peu de ma relation avec Guillermo del Toro. C'est un réalisateur que j'aime énormément, qui est assez brillant pour moi et dont j'aime énormément sa filmographie. Peut-être moins sur ses derniers films, La forme de l'eau, j'étais moins fan. J'ai vu son petit film Pinocchio qui a été fait juste avant, qui était pas trop mal aussi. Mais voilà, j'étais un peu déçu par ses derniers films. Mais j'ai toujours de la curiosité à aller voir ce qu'il peut faire. J'avais beaucoup aimé Nightmare Alley dans ses plus récents. Je suis un très grand fan des Hellboy, qui pour moi sont vraiment la possibilité de rendre une œuvre gothique, parce qu'en fait c'est le cinéma de Guillermo del Toro. Je colle le mot gothique. Là, c'était cet aspect qu'il a fait avec Hellboy, qui est une adaptation d'un comics, vraiment très américain. Et il en fait quelque chose de complètement gothique, avec du romantisme. Il y a tout un univers et une créativité chez Guillermo del Toro que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour dire ma relation. Donc c'est un réalisateur que je n'ai ni des amours, c'est un film que j'aime bien, voilà. Mais par moments, il peut me décevoir un tout petit peu. Maintenant, commençons donc par Frankenstein. Frankenstein, de quoi ça parle avant d'attaquer sur le casting et tout cela. Frankenstein, c'est l'histoire donc et l'adaptation de l'œuvre de Mary Shelley, qui est une œuvre épistolaire. On va suivre à travers ce film l'histoire de Victor Frankenstein, son évolution depuis son enfance jusqu'à son âge adulte et son envie de dépasser la condition humaine qu'est la mort. Et il va pour cela créer avec ses inventivités, ses machines et des éclairs de génie son monstre, le monstre de Frankenstein. Voilà, je vais pas en dire plus parce qu'en fait tout le monde connaît à peu près l'histoire de Frankenstein. Un casting assez énorme. En premier lieu, Jacob Elordi qui joue ici donc le monstre de Frankenstein. Beaucoup lui ont reproché le fait que c'était un acteur assez beau physiquement et qu'il ne pouvait pas jouer un monstre de Frankenstein. Quand on voit, il y a eu d'autres acteurs comme Robert Niro et Boris Karloff qui physiquement avaient des physiques peut-être plus durs, ce qui collait peut-être avec le monstre. Moi, on m'a pas déçu parce que le make-up est génial, le costume est incroyable et je trouve finalement ça passe très très bien. Alors il y a beaucoup de jeux qui se fait au niveau de son regard, au niveau de ses lèvres aussi, mais dans la globalité je trouvais que ça passait très très bien et moi ça m'a pas dérangé. En plus c'est un acteur qui est assez grand et qui fait presque 2 mètres, donc c'est pas mal aussi pour renforcer cette idée de monstre. On le voit par rapport au personnage de Frankenstein, donc son créateur, qui est Oscar Isaac, qui est beaucoup plus petit, donc là ça marche très très bien sur un physique comme lui et je trouve que c'est assez pertinent de l'avoir choisi. Je parlais de Oscar Isaac, donc acteur qui nous joue ici, qui interprète Frankenstein, qui a assez crédible dans le rôle. Donc il y a 2 acteurs, il y a aussi un acteur qui joue le personnage de Frankenstein jeune aussi. Mais Oscar Isaac, c'est ni un acteur que j'aime, ni un acteur que j'encense, c'est un acteur que j'aime bien. Par moment, il peut un peu être trop dans l'excès, ce qui peut un peu dérouter le spectateur. Sinon, dans la globalité, dans le reste du film, je trouve que ça soutient bien, qu'il arrive vraiment à donner du sien. Donc sans plus. Par contre, mon petit coup de cœur, ça va être sur Mia Goth.
Nia Goth qui interprète 2 personnages dans le film, je vous en dis pas plus, mais surtout la femme en fait du frère de Frankenstein, qui est excellente dans le rôle. Moi je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de gens qui la critiquent pour son un peu aspect prude, enfantin dans sa manière d'être. Elle a une voix très particulière, très légère, et beaucoup de gens ça les énerve, je sais pas pourquoi. Mais moi je l'aime énormément et je trouve que dans le rôle elle est parfaite. Elle arrive à jouer avec une force, un pouvoir, une certaine manipulation aussi des choses. Elle arrive à se confronter aux autres et je trouve à prendre aussi de la place dans le film, ce qui est assez fou et assez impressionnant de par son évolution que vous allez voir dans le film. Et franchement, ça a été un petit coup de cœur. Moi, je trouve qu'elle marche très très bien. Elle est parfaite en plus avec les oppositions qu'elle va avoir avec Frankenstein. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se créer entre eux, une conflictualité. Je reviendrai plus tard sur cette idée de conflictualité, mais qui revient dans le film. Donc ça, c'était assez fou. Et moi, je trouvais que j'ai bien aimé voilà, ce côté-là chez Nia Goth. Physiquement incroyable et des très beaux costumes avec ses belles robes, beaucoup de plumes aussi au niveau des cheveux. Donc, beaucoup de choses que Guillermo del Toro va faire en sorte que cette actrice soit vraiment mise en valeur et elle arrive elle-même à vraiment donner de soi. On a Christoph Waltz. Christoph Waltz qu'on voit dans beaucoup de films. Récemment, on l'a eu dans un film un peu de même type, on va dire, dans le Dracula de Luc Besson. Qui est très bien dans le rôle, qui joue un personnage, on va dire, assez mystérieux, qui ressemble un peu au personnage de Frankenstein, qui est en fait un personnage ambitieux, qui vise les mêmes choses, mais dont le but n'est pas le même. Voilà, donc je ne vais pas en révéler plus, mais il y a toute une question de science et d'argent qui se joue, parce que le personnage de Christoph Waltz, c'est un vendeur d'armes, et il y a tout un truc qui se joue au niveau de cela, qui est assez intéressant. Je vais terminer avec, parce que c'est un peu le gros du casting, il y a d'autres acteurs, il y a le fameux frère de Frankenstein, mais le casting en globalité c'est cela. Je vais citer quand même David Bradley qui joue ici l'aveugle, qui est une des scènes très connues du roman de Mary Shelley, mais qui aussi a été mis dans l'adaptation de Kenneth Branagh. Il y a cette scène avec un aveugle, où en fait, à travers cette scène, c'est le développement de Frankenstein. En fait, Frankenstein va comprendre le monde à travers la lecture, à travers des livres et des romans, importants des sociétés humaines. Et il y a tout un univers, des mots qu'il va pouvoir créer à travers cela. C'est une scène qui est magnifique. Je l'ai trouvée encore plus belle que la version de Branagh, qui est beaucoup plus courte. Mais là, il y a vraiment un développement, il y a une compréhension du monde à travers... donc la lecture, mais aussi donc à travers les mots, mais aussi à travers l'environnement, à travers les saisons, le temps qui passe. Et je trouve que la scène marche très très bien. Et l'acteur qui joue l'aveugle, c'est David Bradley. David Bradley qui joue Rusard dans Harry Potter. L'acteur anglais que j'aime beaucoup, qui avait joué aussi dans The Strain, qui était cette série de vampires, qui était produit aussi, je crois, par Guillermo del Toro, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que là aussi, excellent rôle. Et vraiment, c'est une des scènes qui m'a touché énormément. On va passer en termes techniques. En termes techniques, c'est un film qui est assez magique. Alors, le film n'est pas qu'un film parce qu'il s'est aussi beaucoup vendu sur le fait qu'il y ait pas mal de make-up, de costumes, de practical effects, comme on dit, d'effets pratiques, mais il y a aussi beaucoup de CGI qui, moi, m'a pas déçu. Alors, des scènes qui, par moments, peuvent sembler un peu surréalistes, presque jeux vidéo. Je me suis demandé si c'était fait exprès. Une scène, par exemple, avec un symbolisme de la mort, en gros, qui revient souvent dans les rêves d'un personnage. Et on a un effet un peu jeu vidéo. Il y a une scène aussi d'explosion où on va voir un personnage sauter d'une tour et tomber dans l'eau avec des rochers et des pierres qui tombent en dessous, qui fait très jeu vidéo, qui moi m'a pas dérangé en soi, parce qu'il y a un côté aussi irréaliste qui est fait, qui est créé, mis en place par ces effets spéciaux. Quelques petits éléments qui se voient. Par exemple, il y a une scène avec du feu, et là on le voit clairement, on voit les effets spéciaux. Donc voilà, c'est quelques petits trucs qui m'a dérangé, mais ça se voit. Mais sinon, dans la globalité, on a des costumes qui sont magnifiques. On a le personnage donc de Frankenstein qui a un visuel et un physique proche de certains comics qui a été fait auparavant, avec des cheveux longs, une peau très blanche, avec la découpe en fait des morceaux, qui donne quelque chose de très particulier par rapport aux autres versions qu'on a pu avoir, presque surréaliste, presque robotique. Il y a une scène où en fait avant d'avoir que ses cheveux poussent, il n'a pas de cheveux donc il est chauve.
et on a un effet presque, oui, presque comment, divin dans la manière dont il est fait. En plus, très très grand le personnage, donc je trouve que ça marche extrêmement bien et l'effet est très bizarre, presque moderne, je dirais, dans la manière dont il a été fait. Donc voilà. Après, en termes de plan, de montage, c'est quelque chose de chez Guillermo del Toro de très voilà, faut que ça donne, faut que ça mette en valeur beaucoup de choses. Donc beaucoup de plans en fait d'ensemble, beaucoup de plans larges aussi, où en fait Guillermo del Toro va décrire l'environnement parce que il souhaite souvent placer les personnages dans une question de dualité. Beaucoup de plans où par exemple on va avoir un personnage d'un côté et un personnage de l'autre. Et en fait c'est quelque chose de très très important, cette idée de dualité, que je reviendrai après. On va avoir des plans aussi pour bien encadrer les structures, pour faire en sorte que le spectateur se sente immergé aussi dans un imaginaire, dans un monde presque surréaliste. Des plans aussi qui sont tournés dans des villes avec une très belle reconstitution. Moi je trouvais que ça marchait très très bien. Et voilà, il y a toujours cette idée d'encadrer les personnages, d'encadrer le monde dans lequel il vit. Et il y a cette idée aussi toujours d'étau qui se place sur les personnages, et ça c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, on a quelque chose d'assez beau, je trouve, en termes de plan. Un montage beaucoup plus rythmé par contre sur ce film-là, sur certaines scènes. Après, on va prendre le temps aussi de mettre en place les éléments narratifs et visuels qui vont nous être mis à longueur de film. Donc ça, je trouvais que ça marchait très très bien. Maintenant, si on passe en termes de thématique, le film donc aborde énormément de choses. Premièrement, je disais la dualité. En fait, on va avoir tout un arc qui va se développer, je trouve, beaucoup plus particulièrement sur ce film-là que les autres versions. Que par exemple, si je prends la version de Branagh, ou que d'autres versions, parce que bien sûr, on avait la toute première version avec Boris Karloff, mais qui n'adaptait pas la globalité du roman. Ça, je pense que je vais noter avant de continuer, c'est-à-dire que le film est raconté d'une manière épistolaire, comme pouvait l'être le roman de Mary Shelley. Le problème, c'est qu'il est raconté par deux personnages. Et on a l'impression du film, c'est-à-dire qu'il y a quelques parties qui manquent. Et moi, j'avais l'impression que même si le film durait plus de 2h30, j'ai l'impression de me dire ça ne m'aurait pas dérangé qu'il fasse plus de 3 heures. Parce qu'il y a des scènes qui manquent, je trouvais, pour moi, qui faisaient que des fois, on passait vite d'un élément à l'autre et on sautait dans le temps. Et on ne comprenait pas forcément des relations qui pouvaient se créer. Par exemple, on a deux personnages, et une relation qui commence à se créer, sauf qu'un personnage, on ne voit plus du tout. Et presque à la fin du film, ce personnage, on sent que la relation est hyper active, comme si pendant tout le film, la relation s'était faite ensemble, créée, sauf que pas du tout. Donc ça, c'est particulier et très bizarre. Peut-être un des défauts du film qui fait que on manque de scènes pour moi. Moi, j'avais l'impression des fois que des scènes étaient coupées. Ensuite, la seconde chose que je pense que je pourrais dire, c'est cette question de dualité. On a toute une question qui revient sur l'idée de père, de filiation. On l'a avec le père de Frankenstein, qui est joué et interprété par Charles Dance, acteur aussi très connu anglais. On va avoir toute cette, on va voir un père qui va formater son fils, le créer d'une certaine manière. Et le préparer à devenir le meilleur des meilleurs. Et cette dualité, cette aigreur va se répéter entre Frankenstein et son fils, donc sa création, son monstre. Et je trouvais que ça marchait très très bien. Et dans cette version-là, par rapport aux autres, on sent vraiment la colère de Frankenstein face à son monstre. Une haine viscérale qui se lie entre les deux. Et il y a pas mal de scènes de course-poursuite entre les deux qui sont assez intéressantes. Et comme je disais tout à l'heure, en termes techniques, cela va être matérialisé vraiment par des plans d'ensemble. On va avoir un personnage et un autre personnage d'un côté et d'une autre d'une pièce. Ou alors un personnage qui va se trouver dans la lumière et dans l'ombre pour montrer les réussites et les défaites. Donc ça marche extrêmement bien. Toute cette idée de haine, une idée éthique en fait qui est passée un peu second plan, hein, parce que ce que pouvaient être les premières versions à ce qu'est l'œuvre de Shelley, c'est aussi une réflexion sur l'humanité et sur l'éthique aussi de cette idée de science. Alors il y a une valeur très catholique aussi dans ce film-là. Il le dit Del Toro dans les interviews, une idée de deuil catholique qui est fait à travers ce film.
il y a cette idée de deuil et de comment surpasser aussi la mort. Et c'est un film qui, dans ses idées, a vraiment des réminiscences de valeurs catholiques. Par exemple, il y a une idée de rédemption qui est faite pour le personnage de Frankenstein, du monstre Frankenstein, et de Frankenstein lui-même, finalement, quand on voit la fin du film. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une quelque chose qui se lie, bon bien sûr qui est lié à l'environnement dans lequel Del Toro va grandir, mais voilà, il y a toute une idée aussi de rédemption, de pardon qui est fait dans le film, d'amour, et la scène de fin est assez belle et se tient par rapport à ce qui est dit, par rapport à l'entièreté du film. En termes de musique, on a une musique assez belle qui est complètement en lien et en phase par rapport à ce qu'est les films gothiques. On va avoir du violon qui vont voilà, qui vont vraiment encadrer le film et qui vont ajouter à cette atmosphère gothique qui est vraiment très présente dans le film par les décors, les longues robes, la couleur du rouge aussi qui revient beaucoup, le gore aussi, le grotesque au bon sens, pas au sens péjoratif, le grotesque aussi qui est très présent et qui est une marque de ce gothique qui est vraiment cette marque d'une époque d'auteurs comme Shelley ou Bram Stoker. Donc voilà, au-delà de la musique, qui est une très très belle musique, j'ai écouté, il y a le titre Fire qui est très très beau, et Eternity. Sinon, sur la globalité du film, c'est un film que j'ai bien aimé, mais voilà, il y a quelques petits trucs qui peuvent me déranger de ça et là, mais dans sa globalité, c'est un film que j'ai bien aimé. Je mettrais peut-être 6 ou 7 sur 10, je mets une notation comme ça, mais moi je suis pas non plus à noter un film, parce que un film aussi c'est à revoir et à peut-être digérer. Je sens que c'est un film qui est pas complet pour moi, et c'est pour ça que j'ai pas été non plus totalement conquis. Il y a quelques scènes où je suis bloqué par le fait qu'on a des trop grosses ellipses pour moi, mais on a des plans qui sont magnifiques, les plans qui se passent en Arctique sont super beaux. Je trouve vraiment que ça donne envie d'être là-dedans, quoi, et je trouve que ça marche extrêmement bien avec des beaux plans d'ensemble et qui sont vraiment d'une beauté. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Frankenstein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors pour noter, j'avais déjà tourné une partie de la vidéo, mais ça avait coupé, du coup j'ai dû tout refaire, donc j'ai peut-être oublié certains trucs, même si j'avais noté mes points. Mais sinon, parce que j'avais fait une très très grosse vidéo en fait, donc là c'est un peu raccourci. Sinon sur ce, je vous dis à la prochaine, allez voir des films, des séries, faites-vous plaisir. Moi je vous dis ciao.